Madame la Présidente, merci. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes collègues des Pyrénées-Atlantiques, Peyo Dufo, Iñaki Etchaniz. Les élus et les responsables politiques ont un devoir d'exemplarité et de transparence. Ici même, vous affirmiez, au sujet de Notre-Dame de Bétharram, « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit, ni de violence sexuelle ». De nouveaux témoignages sont apparus. Le juge d'instruction Christian Mirande affirme vous avoir rencontré longuement dans son bureau pour parler du père Caricart accusé de viol. Ce juge a-t-il menti? Ce matin, dans le quotidien La République des Pyrénées, l'enquêteur de la section de recherche au moment des faits affirme que le défèrement du père Caricart au juge Mirande a été retardé car le procureur général voulait voir ce dossier suite à une intervention de M. Bayrou. Est-ce que ce militaire de la gendarmerie a menti? Face à cette omerta qui a duré des décennies, nous devons la vérité aux victimes pour qu'elles puissent enfin se reconstruire. Alors même que vous n'avez pas été capable de prononcer le mot victime devant nous la semaine dernière, vous vous êtes livré à une pathétique opération de sauve-qui-peut et à des promesses de Gascons. Partout en France, les besoins sont impérieux pour rendre justice aux victimes. Plutôt que de chercher à tout prix à vous disculper, quelles sont les mesures, les actions que vous allez mettre en œuvre rapidement pour protéger les victimes, qu'il n'y en ait plus aucune autre demain? Vous vous présentez en victime et avez-vous, comme annoncé, déposé plainte? Contre qui et sur quel fondement? Les yeux dans les yeux, Monsieur le Premier ministre, devant la représentation nationale. Je vous pose 3 questions, nous souhaitons 3 réponses et nous ne demandons que la vérité. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, j'ai passé la journée de samedi, comme vous le savez peut-être, avec le collectif des victimes. 3h30 ou 4 heures d'une émotion intense. C'était la première fois que quelqu'un les recevait et c'était d'ailleurs la première fois qu'ils étaient réunis. Et ils ont exprimé plusieurs choses qui étaient terriblement bouleversantes et qui naturellement font que nous ne pouvons pas sortir indifférents devant ce qu'ils ont vécu il y a des décennies parfois. Mais ils ont exprimé une chose, c'est qu'ils détestaient la récupération politique qui était en train d'être faite, qu'ils trouvaient ça haïssable parce que, disait-il, ça les privait de leur histoire. Une fois qu'on a dit ça, je vais répondre clairement à votre question. Est-ce que je suis jamais intervenu dans cette affaire comme dans d'autres affaires judiciaires? La réponse est non, jamais. Ni de près, ni de loin. Et je vais vous en apporter la preuve. Il se trouve, alors, vous avez cité le nom du juge d'instruction Christian Mirande, c'est mon voisin depuis 50 ans. Dans mon village, vous ne savez pas exactement où c'est, mais c'est en effet une amitié depuis très longtemps, avant même qu'il ne soit magistrat. Et donc, est-ce que nous avons pu parler avec le juge Christian Mirande de cette affaire? Sans doute oui. Mais la preuve est absolue. Un magistrat n'a pas le droit, c'est un article central du Code de procédure pénale, un magistrat n'a pas le droit, sous peine des sanctions disciplinaires les plus sévères fixées par le Code de procédure pénale à 3 ans de prison, un magistrat n'a pas le droit de communiquer le moindre élément du dossier dont il a la charge
à quelque personne extérieure au dossier que ce soit. Et donc, Christian Mirande est un juge d'absolue intégrité et il n'a jamais communiqué le moindre élément du dossier. On a pu parler de l'ambiance, on a pu parler de l'établissement, jamais du dossier. Ensuite, le procureur général, Monsieur Rousseau, je ne le connais pas. Et il est mort il y a 22 ans. C'est très facile de lui affecter les choses. Mais la certitude pour moi est la même. Ce haut magistrat respectait exactement de la même manière les règles de sa profession, qui est d'ailleurs une vocation, et il n'a transmis à personne, il n'a eu aucune communication avec quelqu'un, avec qui que ce soit, sur ce dossier. Et la preuve, c'est que s'il n'a rien dit, je ne savais rien de cette affaire, je n'ai pas été associé en quoi que ce soit. Mais si je ne savais pas, d'autres savaient. Parce que j'affirme devant vous, et vous le vérifierez, que le procureur général, lui, a tenu à informer la chancellerie sur ces affaires à 4 reprises dans l'année 1998. Il l'a fait téléphoniquement le jour de l'incarcération et il l'a fait ensuite à 3 reprises par écrit en signalant la gravité des faits. Qui était ministre de la Justice ? Quel était le gouvernement à cette époque ? C'est le gouvernement socialiste de 1997 à 2002. Le ministre de la Justice est Elisabeth Guigou. Et je ne peux pas imaginer que le ministre de la Justice n'ait pas tenu compte d'un signalement aussi grave par le procureur général. Et j'affirme qu'en tout cas, quand j'étais au gouvernement, il ne pouvait pas y avoir un signalement aussi important sans que le ministre de l'Éducation nationale ne soit averti. Qui était le ministre de l'Éducation nationale ? C'était Claude Allègre. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire ? C'était Ségolène Royal. Je ne crois pas qu'on puisse imputer à ces personnalités des manquements aussi graves. J'affirme donc, je pose la question à mon tour, qu'est-ce qui a été fait après les signalements du procureur général pour que soient entreprises les démarches que vous recommandez ? En tout cas, pour moi, lorsque j'ai été en 1996, c'est-à-dire 2 ans avant, lorsque j'ai été saisi de cette affaire, j'ai demandé une inspection dont je n'avais aucune trace, mais qui a été publiée dans les journaux et que je vous invite à lire pour vous assurer de la parfaite transparence de ce dossier. La dernière question. Je ne connais pas ce gendarme, mais il suffit de poser la question au juge Mirande qui répondra sur ce qu'il a dit ou qu'on lui prête d'avoir dit. Non, le gendarme, madame, excusez-moi, il y a un gendarme qui dit « J'ai entendu quelqu'un dire que le déferrement de l'accusé avait été retardé de 2 heures ». Je répète que le procureur général a rendu compte le jour même à la chancellerie. Mais la question importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prise en charge des victimes ? On peut améliorer le repérage précoce, on peut améliorer la prévention. Ça vient d'ailleurs d'être fait dans le programme que Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a présenté. Et enfin, on peut rassurer les victimes sur le fait que si les actes qui les ont traumatisées sont prescrits, cependant elles ne sont pas sans droit. Et nous allons approfondir cette question puisque la procédure civile peut permettre de répondre aux traumatismes qui ont été les leurs. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier a changé la carte politique du monde, c'est peu de le dire.
Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour réaliser qu'il était prêt à sacrifier l'Ukraine. À quelques jours du 24 février, sombre date pour l'Ukraine, une négociation américano-russe sur l'Ukraine se dessine. Il semblerait que celle-ci n'associe pas davantage l'Ukraine, pays agressé pourtant, que l'Europe. Pire, en marge de la conférence de Munich, le secrétaire d'État américain à la Défense a renoncé, avant même le début des négociations, au rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a renoncé à la perspective de son adhésion à l'OTAN et à toute implication des États-Unis. Ce triple renoncement entérine les buts de guerre du Kremlin au mépris des bases élémentaires du droit international et des traités. Laisserons-nous, Monsieur le Premier ministre, l'usage de la force comme règlement des conflits futurs devenir la norme? Laisserons-nous Trump et Poutine redessiner les cartes de l'Ukraine et de l'Europe dans les sables saoudiens? Car nous le savons, si la carte de l'Ukraine se redessine aujourd'hui et celle de l'Europe se redessinera demain, nous ne pouvons l'accepter. C'est donc avec une immense gravité, Monsieur le Premier ministre, que nous interrogeons aujourd'hui. Quelle sera la position de la France si l'Europe est écartée des négociations? Quelle sera la position de la France si l'Ukraine ne se reconnaît pas dans cet accord imposé? Et donc, pour toutes ces raisons, et au regard des enjeux qui nous attendent, la représentation nationale doit être saisie. Le groupe socialiste et apparenté, donc, demande au gouvernement l'organisation d'un débat dans les meilleurs délais au titre de l'article 50-1 de la Constitution. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci d'appeler la représentation nationale à se saisir de ces questions qui sont fondamentales, qui sont essentielles pour notre avenir. Car au travers d'elles, ce sont les Françaises et les Français qui, soumis depuis 3 ans à une propagande russe qui prend tous les détours de la désinformation et des manœuvres informationnelles, ont un regard qui peut être biaisé ou troublé sur les conséquences dramatiques et délétères qu'aurait aujourd'hui une capitulation de l'Ukraine. Pour répondre exactement à votre question, lorsque j'ai réuni mercredi dernier mes homologues de quelques pays européens et britanniques, nous avons conclu notre discussion et notre réunion avec un principe simple. Tant que les Ukrainiens se battront et tant qu'ils n'auront pas reçu la proposition d'une paix juste et durable, et non pas un cessez-le-feu fragile, et non pas une pause transitoire, alors nous les soutiendrons. Et la réalité, c'est qu'il n'y aura pas d'accord sans les Ukrainiens, il n'y aura pas d'accord sans les Européens, et je ne dis pas ça comme une exigence, je dis cela comme un constat. Les Ukrainiens refuseront de déposer les armes si on leur propose une nouvelle fois, une fois encore, un accord de cessez-le-feu fragile qui conduirait inévitablement à la reprise des hostilités. Et nous les soutiendrons tant que ça n'aura pas été le cas. Pour obtenir un tel accord, pour que la paix que nous appelons de nos vœux soit durable, il faudra qu'elle soit entourée de certaines garanties. Qui apportera ces garanties ? Eh bien, ce seront les Européens. Et donc, par la force des choses, qu'on le veuille ou non, si une paix juste et durable doit être trouvée en Ukraine, elle sera trouvée avec le consentement et avec la participation des Européens. Et je dis, il faut nous y préparer, parce que s'agissant de la garantie de la paix en Ukraine ou de notre propre sécurité pour les décennies à venir, nous aurons à consentir des efforts considérables. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la force morale et des armes de l'esprit dont nous aurons besoin et dont les Français auront besoin pour faire face à ces défis colossaux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre en charge de l'industrie et de l'énergie, vous avez salué au Havre récemment le dynamisme d'une entreprise germano-espagnole qui s'agrandit et qui va produire des pales pour l'éolien offshore, dont acte. Mais cela reflète-t-il réellement votre action en tant que ministre pour accompagner notre industrie nationale et nos territoires ? Dans ma circonscription, l'entreprise ExxonMobil a décidé de la fermeture de sa branche chimie, entraînant la suppression de plus de 600 postes directs. Votre prédécesseur avait accepté d'organiser des rencontres régulières pour identifier des solutions pour les salariés, les sous-traitants, pour accompagner la mutation économique du territoire et les collectivités locales dont les ressources fiscales sont menacées. Je vous ai sollicité en date du 27 septembre pour reprendre ce travail. Aucune réponse de votre part. L'entreprise Legrand, implantée en Seine-Maritime, a annoncé une rationalisation inquiétante de son implantation industrielle. Là encore, je vous ai alerté par un courrier du 2 décembre. Pas de réponse. Incroyable.
Le projet porté sur le site très emblématique en Seine-Maritime de la Chapelle d'Arblay, qui est accompagné activement par la métropole de Rouen, attend désespérément depuis de nombreux mois un geste de l'État et une garantie de la BPI. J'ai écrit avec ma collègue Erwan Leoté au Premier ministre le 18 décembre, qui vous a transmis notre lettre, restée elle aussi sans réponse. Hélas, 3 fois hélas, aucune réponse. Monsieur le ministre, nous connaissons les outils pour nous aider à préserver et développer notre souveraineté industrielle. Recherche et développement, taxe carbone aux frontières, organisation des filières jusqu'au recyclage, normes sociales et environnementales pour les importations, subventions ciblées, gouvernance ouverte aux représentations salariées, conditionnalité sociale et environnementale des aides. Alors certes, vous n'êtes pas en charge de la Poste, mais vous êtes en charge de nos industries, de toutes nos industries et de toutes les énergies renouvelables et de nos territoires. Alors quid de la filière photovoltaïque ? Et comment allez-vous concrètement aider nos entreprises et nos collectivités locales? Quelles sont les éco-conditionnalités et les socio-conditionnalités des aides que vous comptez mettre en place? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Le Seul. Vous le savez, mon ministère, mes services, mon cabinet sont à l'écoute de l'ensemble de la représentation nationale. Et nous répondons à toutes les demandes. Vous le savez, nous répondons avec tous les moyens dont nous disposons. Je serais heureux de discuter des dossiers dont vous avez fait état avec vous. Pour parler de Chapelle d'Arblay, par exemple, vous dire que nous travaillons ensemble avec l'ensemble des parties prenantes à trouver une solution industrielle comme nous essayons de le faire sur l'ensemble des dossiers. Donc cette interpellation, je la trouve très sincèrement à côté de ce qui est la réalité des choses. Maintenant, vous m'interrogez sur quelque chose de très important. Ce sont les moyens que nous mettons en œuvre. Et vous soulevez un sujet qui a eu l'occasion d'être discuté dans cet hémicycle, qui est celui de la conditionnalité des aides. Je vais vous le dire, monsieur le député, la conditionnalité des aides, elle existe déjà. Lorsqu'une entreprise bénéficie du crédit impôt recherche, lorsqu'il bénéficie d'une aide à l'embauche d'un apprenti, lorsqu'elle bénéficie d'une aide à l'investissement, elle est tenue d'apporter un certain nombre de contreparties. Ce sont des dépenses de recherche et développement, c'est la réalité de l'embauche, c'est la réalité du projet. Et sans ces contreparties, les aides ne sont pas versées ou elles sont reprises. C'est la réalité de notre droit. Les aides, lorsqu'elles sont contractualisées, font l'objet d'une conditionnalité, font l'objet de contreparties. Alors on peut aller plus loin. Et je suis le premier à dire que nous devrions avoir une meilleure évaluation de l'efficacité économique des aides qui sont versées aux entreprises. Nous devrions également avoir, et nous y travaillons avec ma collègue Astrid Panosyan-Beauvais, une meilleure information des salariés sur l'utilisation des aides. Il est fréquent, quand je discute avec les salariés de certaines entreprises, qu'ils émettent des critiques sur l'utilisation qui est faite des aides par les entreprises. Je pense que nous pouvons progresser sur ce sujet et nous allons essayer de le faire en lien avec la ministre du Travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 3 ans de guerre en Ukraine, 3 ans d'agressions injustifiées, de massacres de populations civiles, de déplacements d'enfants côté russe, 3 ans de résistance héroïque, de courage inouï déployé par tout un peuple derrière le président Volodymyr Zelensky côté ukrainien. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un tournant. Insidieusement, le doute s'est installé, la mobilisation s'est essoufflée et nos alertes sont restées lettres mortes. Déjà en 2023, notre délégation sénatoriale appelait au retour d'un déplacement en Ukraine à agir plus vite, plus fort, pour que le pays gagne la guerre. Trop longtemps, nous avons cru que les États-Unis seraient éternellement de notre côté. Vous-même, Monsieur le ministre, vous déclariez le 13 novembre dernier, en réponse à une question de notre collègue Claude Malhuret, que Donald Trump est trop avisé pour abandonner les Ukrainiens en rase campagne. La conférence de Munich nous place devant une exigence de lucidité. La démocratie américaine reste notre allié, mais l'administration de Trump est désormais un adversaire qui s'en prend à nos valeurs et qui entend décider de l'avenir de l'Ukraine en tête-à-tête avec Poutine. Avant même que les négociations aient débuté, le président américain semble avoir déjà tout lâché. Alors, quelle garantie avons-nous que nos positions seront respectées? Monsieur le ministre, quelle est la stratégie de la France dans le dénouement de ce conflit? Pouvez-vous nous confirmer, comme vient de l'indiquer le porte-parole du gouvernement, suite à la proposition formulée hier à l'Assemblée nationale par le collègue socialiste, à laquelle nous nous sommes associés, qu'un débat suivi d'un vote se tiendra au mois de mars, en application de l'article 50-1 de la Constitution? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je vous confirme que le gouvernement organisera un débat en vertu de l'article 50-1 de la Constitution pour que nous examinions ensemble les données de la situation qui est en effet créée, qui était en gestation depuis des années et des mois, et qui est désormais en effet créée par les prises de position de l'administration américaine. Et je fais comme vous la différence entre le peuple américain, qui est un allié, et l'administration qui, au grand désarroi de beaucoup, semble aujourd'hui prendre ses distances avec les positions fondamentales que les États-Unis, son pays, ont défendues depuis la guerre et depuis son engagement dans la guerre de 40. Vous dites quel est le plan? Le plan, il est double, il est diplomatique, et le ministre des Affaires européennes et étrangères s'en est expliqué souvent devant vous. Il s'agit de réunir les énergies européennes et de déployer un plan européen, y compris de financement, sur les moyens que nous avons de nous défendre sur ce sujet. Et deuxièmement, la mobilisation, elle doit être nationale. Il n'y aura pas de position européenne qui sera à la hauteur de ce que nous espérons si la France elle-même n'a pas réussi à résoudre ces problèmes et à retrouver l'élan qui devrait être le sien dans des crises aussi graves. Cette double nécessité européenne et nationale, je vous propose en effet que nous l'examinions dans le courant du mois de mars. Je m'en suis entretenu avec à peu près tous les présidents de groupes présents dans cet hémicycle. Tous ont défendu cette position et je vous confirme bien volontiers que ce sera en effet le choix du gouvernement. Merci beaucoup. Monsieur Villefort. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour cette réponse. Vous avez ici en face de vous des démocrates qui feront bloc dans l'intérêt du pays. Les grands principes, les incantations et les sommets, nous les partageons, mais cela ne suffit plus. Il faut cesser de subir, il faut agir. Demain, vous et le Président de la République aurez besoin de convaincre la nation tout entière afin qu'elle consente aux efforts nécessaires pour défendre l'Ukraine, pour garantir notre sécurité et pour préserver notre modèle démocratique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans quelques heures, la Cour des comptes rendra le diagnostic, vous remettra le diagnostic que vous avez demandé sur la situation des comptes de notre système de retraite. Je précise au passage que le Conseil d'orientation des retraites, dont c'est la spécialité, qui a été créé pour cela, aurait très bien pu remplir cette mission. Lors de la discussion de politique générale, vous étiez revenu sur votre théorie du soi-disant déficit caché, théorie qui n'a pas été reprise par le Conseil d'orientation des retraites et qui n'est pas validée par la quasi-totalité des économistes. Notre président de groupe vous avait d'ailleurs interrogé sur cette théorie et vous n'aviez pas répondu. Donc, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'en confiant cette mission à la Cour des comptes, vous espérez ou vous espériez que finalement cette théorie serait reprise et que les travaux demandés aux partenaires sociaux partiraient de ce constat quelque peu fallacieux? Pour vous répondre, la parole est à la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Madame Astrid Padossian-Bouvet. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, comme l'a souhaité le Premier ministre, nous avons 3 temps. Le temps de l'expertise, qui est celui de la Cour des comptes, le temps social, qui va commencer très bientôt, où nos partenaires sociaux vont pouvoir négocier, à la fois sur la soutenabilité de ce régime de retraite, qui est un bien commun, qui est l'épargne de ceux qui n'ont pas d'épargne, mais également corriger certaines de ces injustices sur les carrières pénibles, femmes. Et puis, il y aura le temps politique, comme l'a également rappelé ici même le Premier ministre, puisque le débat aura également lieu dans les deux assemblées. En ce qui concerne le constat qui sera dressé par la Cour des comptes et qui sera rendu public demain, la démarche qui est importante, c'est d'abord de voir quel est l'effort collectif de la nation tout entière sur le financement de la retraite, que ce soit privé ou public. Je pense que c'est absolument important de pouvoir avoir la mesure de l'effort qui se fait pour
pour ce bien commun. Et ensuite, effectivement, seront dressées les différentes pistes en fonction des hypothèses qui sont très importantes de croissance économique, de productivité, d'emploi, de soutenabilité financière. Donc vraiment 3 temps, et on peut se féliciter que dans notre pays, eh bien, un sujet aussi important qui est le devenir de notre régime de retraite par répartition soit aujourd'hui confié aux partenaires sociaux pour en décider de corriger les trajectoires financières et certaines de ces injustices. Merci Madame la sénatrice. Madame Lubin. Madame la ministre, je vois qu'on ne répond toujours pas à cette question de ce fameux déficit caché. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on y réponde. Moi, je rappelle 3 principes. Nous voulons d'abord que cette notion disparaisse définitivement du débat, parce qu'elle est particulièrement trompeuse et, je le dis, fallacieuse. Elle remettrait en question le financement de la retraite des fonctionnaires et, bien évidemment, cela poserait un sacré problème. Si. La deuxième chose que nous posons, c'est que nous souhaitons, du coup, que les partenaires sociaux puissent travailler dans un climat de sérénité, et il ne faut donc pas poser ce préalable, je le répète. Et la troisième chose, c'est que nous demandons instamment, une fois que les partenaires sociaux auront travaillé, le retour du débat devant le Parlement. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Madame la Ministre, le début de l'année 2025 est marqué par un moment parlementaire agricole intense. Outre la mission budgétaire agricole, nous avons examiné la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, la proposition de loi démocratie agricole et le projet de loi d'orientation agricole. Nous avons d'ailleurs bien compris, Madame la Ministre, que cette loi d'orientation agricole était votre laissez-passer pour le salon de l'agriculture. Mais, Madame la Ministre, une loi d'orientation n'est pas censée satisfaire l'enjeu éphémère d'un salon. Au contraire, elle doit répondre à l'intérêt général pour les décennies à venir. Cette prolifération de textes supposés répondre à la colère du printemps 2024 met en lumière votre erreur de lecture. Car de cette mobilisation est ressorti le constat sans appel d'une crise économique, avec des paysans malmenés par une guerre des prix à laquelle ils sont cantonnés toujours au rôle de perdants. La revendication principale des paysans était et est toujours de pouvoir vivre dignement de leur travail. Au terme de ce marathon législatif, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, ce qui apportera concrètement du revenu dans les fermes? La réalité, c'est que vous vous êtes servi de la frustration du monde agricole pour faire adopter des textes bénéfiques qu'à l'agro-industrie. Vous avez utilisé la colère des paysans pour satisfaire les intérêts d'une agriculture chimiquement intensive, productiviste et anti-environnement. Ce ne sont pas les régressions environnementales et sanitaires qui engendreront du revenu aux paysans. Céder au lobby agro-industriel est à l'opposé de ce qu'ont besoin les agriculteurs. Alors, je vous demande sincèrement, Madame la Ministre, quand et comment allez-vous engager une modification du PSN, le plan stratégique national, pour mieux répartir les aides de la PAC? Quand et quels moyens allez-vous mettre à disposition des agriculteurs pour un revenu décent? Et Madame la Ministre, entre nous, vraiment, souhaitez-vous vraiment dessiner un nouveau modèle agricole pour faire face aux enjeux multiples qui s'ouvrent devant nous? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Madame Annie Genevard. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Nous venons effectivement d'avoir une CMP conclusive sur le texte de la loi d'orientation agricole, dont je vous rappelle que son examen a été réalisé à l'Assemblée nationale il y a plusieurs mois déjà. Donc c'est un engagement que j'honore. L'Assemblée l'a examiné, le Sénat l'a examiné. Il y a là une navette des plus normales. Donc ce n'est pas une opportunité dont je me serais saisie pour avoir un blanc-seing au Salon de l'agriculture. C'est tout simplement la continuité du travail parlementaire. J'ajoute enfin que, à propos de ce texte, vous caricaturez naturellement une vision des lobbies productivistes. Enfin, monsieur le sénateur, dois-je vous rappeler que la fonction première de nos agriculteurs, la plus noble qui soit, la plus essentielle qui soit, est de nourrir la population. Donc je renie totalement ce terme de productivisme. Il faut réhabiliter l'acte de produire. C'est un acte noble et il est profondément utile. Et poser l'agriculture au rang d'intérêt majeur de la nation, ce n'est que rendre justice aux agriculteurs qui travaillent dur pour nous nourrir. Ça, c'est le premier point que je voudrais vous dire.
L'activisme parlementaire dont vous me faites rigueur. Mais tant mieux, mais plus on parle d'agriculture dans l'enceinte parlementaire, et plus heureuse je suis, parce que ça veut dire que la question agricole, elle est au cœur de l'actualité. Et elle est au cœur de l'actualité, en effet. Et vous interrogez la question du revenu. Le revenu des agriculteurs, c'est 3 choses, monsieur le sénateur. Ce sont d'abord des allègements de charges, 1,5 milliard que le gouvernement, sous l'autorité de monsieur le Premier ministre, a consacré dans le dernier budget. Ce sont aussi l'accès aux moyens de production, la terre, l'eau, les moyens de protection des cultures. Et c'est enfin des prix rémunérateurs. Et ça, c'est la loi Egalim. Et c'est ce que nous allons faire avec ma collègue Véronique Louwagie. Merci. Monsieur Tissot, vous avez quelques secondes. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je vous entends, Madame la Ministre, mais évidemment que le calendrier, vous avez tout fait pour que la CMP soit conclusive hier. Au forceps, on a travaillé n'importe comment avec des textes qui nous sont arrivés sur la table sans pouvoir en débattre. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, permettez-moi de vous dire, bien évidemment que la mission première d'un paysan, d'un agriculteur, c'est de nourrir les gens. Ça a été mon métier pendant 30 ans. Je sais bien de ce dont je parle. Mais vous avez raison de le souligner très clairement. Faut conclure maintenant. La mission, c'est de les nourrir, mais de ne pas les empoisonner.